merci aux organisateurs de m'avoir invité. Pour quelqu'un qui fait de l'assurance au Pays de Galles à Cardiff, être invité à parler de son expérience à Paris, c'est plutôt un honneur et une joie, donc je suis très content. Jean-Baptiste Calimard, je suis le dirigeant d'une start-up intrapreneur qui s'appelle Vego. Donc un peu de contexte pour commencer. Donc Vego, c'est ce qu'on appelle une insurtech. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce mot, mais c'est en gros l'idée de dire qu'on travaille dans l'assurance, qui n'est pas un métier traditionnellement du tout très sexy, mais on essaie de digitaliser la chose et donc on s'est labellisé insurtech, c'est-à-dire simplement qu'on essaie de vendre de l'assurance essentiellement en ligne avec une expérience client un peu modernisée par rapport à l'expérience traditionnelle de l'assurance. Il faut savoir qu'on n'est pas une start-up au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité séparée. On est ce qu'on appelle en Bretagne une venture intrapreneur, c'est-à-dire qu'on est 100% propriété du groupe Admiral, que vous connaissez peut-être sous la forme de ces marques françaises qui sont l'Olivier Assurance et le Lynx.fr. Donc c'est le numéro 1 britannique de l'assurance auto. Mais donc on est complètement détenu et intégré dans le groupe Admiral, ce qui a beaucoup d'avantages. Je ne passe pas mes semaines à essayer d'aller mendier pour du capital pour payer mes équipes, mais ce qui a pas mal d'inconvénients. Je ne sais pas si on va les voir de manière évidente dans cette présentation, mais c'est quand même un environnement permanent. Je ne suis pas le CEO d'une start-up, je suis à la tête d'une venture à l'intérieur d'un autre groupe. Quelques chiffres. Donc Vego, c'est une entité qui a été créée le 1er octobre 2016. On est aujourd'hui à 53 salariés, avec une croissance qui a été très très forte entre le Q2 2017 et le Q3 2018. Et on va voir combien est-ce que le Lean nous a accompagnés dans cette croissance, qui a été quand même un peu difficile à gérer par moment. Pour vous donner quelques chiffres, sans trop entrer dans les détails, on fait environ entre 20 et 30 000 transactions par mois, qui sont toutes dématérialisées, qui se font toutes donc en ligne. On fait 0 vente au téléphone. Environ 2500 contacts clients par mois. Et on a la grande joie d'avoir un score de satisfaction client qui est excellent, 9,2 et 9,4 quand vous vendez de l'assurance. Il faut savoir que l'assurance, ce n'est pas un produit, c'est pas l'achat-plaisir, il faut le dire. Donc, le fait qu'on ait un bon score de satisfaction client, c'est quand même un indicateur essentiel. En termes de produits, ce qu'on vend, donc ça, vous voyez la page d'accueil de notre produit principal. En fait, nous, on s'est positionné sur le marché de l'assurance à la demande. Donc, on vend des assurances auto à la demande. Donc, l'idée, c'est que plutôt que d'avoir votre assurance à l'année ou que vous achetez traditionnellement, grâce à Vego, vous êtes capable d'aller sur notre site et d'acheter une assurance entre 1 heure et 30 jours, globalement, pour notamment être capable d'emprunter la voiture de quelqu'un d'autre. La vision qu'on a, c'est qu'on va utiliser l'assurance auto pour faciliter la transition vers une mobilité innovante et soutenable. Puisque nous, notre certitude, c'est que l'assurance, qui n'est pourtant pas vue comme le nerf de la guerre dans la mobilité renouvelable, est pourtant essentielle et peut être un obstacle, et est aujourd'hui un obstacle rédhibitoire à l'adoption des formes de mobilité partagée. Et donc on essaie, nous, d'accompagner cette transition. Là, ce que vous avez, c'est Car Sharing Insurance, qui est le produit qui, globalement, la user story, c'est vous êtes étudiant, vous revenez chez vos parents pendant le week-end, vous pouvez emprunter la voiture de vos parents en étant assuré directement dessus, directement à votre nom, et le bonus de vos parents ne sera pas impacté en cas de sinistre. Et on a un nouveau produit qu'on a lancé qui permet aussi de louer une voiture tout en étant assuré chez nous, avec un pricing optimisé et aussi avec une expérience client plus transparente. Donc on est dans le contexte de la mobilité innovante. J'ai essayé de réfléchir en faisant cette présentation à qu'est-ce que c'était que mon expérience avant-après le Lean. La première chose qui m'est venue en tête, c'était de me dire que j'étais vraiment l'un des personnages des romans de Michael Ballet, puisque j'ai vraiment eu l'impression de passer par toutes ces phases de transition d'une espèce de naïveté un peu confondante au début vers un début de maturité. Sauf que malheureusement, j'ai eu du mal à représenter ça visuellement, puisque les romans de Michael ne sont pas encore adaptés par Hollywood. Ils préfèrent encore faire 50 Shades of Grey. Donc, à l'heure actuelle, le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est de dire qu'avant le Lean, moi, j'étais un peu comme ça. Et après le Lean, je suis un peu comme ça. Donc, ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est combien est-ce que le Lean a accompagné chez moi une transition dans mon management et probablement aussi dans ma personnalité, qui a été assez radicale, entre un personnage qui était avant le Lean, qui se concevait un peu de manière d'ailleurs très inconsciente, attention, je n'arrivais pas au bureau torse nu en disant que j'allais buter tout le monde, mais qui se concevait quand même un peu à la Rambo, vers un personnage qui aujourd'hui, je pense, un peu plus ouvert, un peu plus participatif.
Pourquoi est-ce que je donne l'image de Rambo pour commencer? C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le Lean, et en tant que fondateur d'une venture intrapreneur, j'avais une vision du chef qui était assez, je pense, traditionnelle. C'est-à-dire, le chef, il est là pour apporter les solutions, il est là pour résoudre les problèmes, il est là pour supprimer les obstacles, et surtout, il est décisif. Il y avait vraiment une conception chez moi, alors je ne sais pas d'où ça vient, je pense que je ne suis pas forcément le seul, mais il y avait vraiment une impression très très forte que le poids de l'entreprise repose sur moi et que c'est à moi d'être en charge d'apporter les solutions. Donc ça c'est intéressant, mais c'est une vision qui est quand même extrêmement centralisée, très très seule. C'est vraiment moi, presque Jésus portant la croix de l'entreprise sur ses épaules. C'est une version qui est très command and control. J'ai découvert avec le temps combien est-ce que la problématique du contrôle exercé par le dirigeant sur son entreprise est, je pense, essentielle dans la démarche Lean. Et donc la vision Rambo du dirigeant, c'est vraiment la vision du dirigeant qui a le contrôle de tout, qui est très centralisé et qui, en gros, s'assure que tout se passe bien selon ses désirs. Et donc, c'est une vision qui est très top-down, c'est-à-dire tout descend du dirigeant. Donc Rambo, il est très bien quand on l'envoie tout seul pour aller casser la figure des soviétiques, sauf qu'avoir Rambo comme manager, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que beaucoup de gens voudraient. Et donc l'idée, c'est que le voyage Lean que j'ai fait, ça m'a permis, je pense, d'évoluer énormément dans mon style de management. Donc au début, la manière dont j'ai décrit nos premières interactions avec le Lean, c'est moi ce que j'ai décrit par l'obsession de la vitesse. Donc on découvre le Lean entre mars 2017 et mars 2018. Alors j'appelle ça le Lean avant le Lean, puisqu'en fait c'était vraiment, je l'ai découvert de manière très autodidacte. J'ai eu la chance de travailler en partenariat avec des gens extraordinaires qui sont Theodo. Theodo qui est une boîte de développement web. Et Fabrice Bernard, le CEO de Theodo UK, m'a conseillé de me rapprocher du Lean en me conseillant des livres. Donc j'ai suivi son conseil, l'un des meilleurs conseils que j'ai jamais pu suivre. Et donc j'ai commencé le Lean de manière très autodidacte, dans un contexte où on avait très bien démarré, ça se passait très bien en termes de vente, et on essayait de grossir très très vite, mais malheureusement, on commençait à avoir des sinistres qui étaient assez durs. Il faut savoir que l'assurance, il y a une beauté de l'assurance, qui est ce qu'on appelle le cycle inversé de production, c'est-à-dire quand vous vendez de l'assurance, vous savez combien vous allez gagner, vous ne savez pas combien vous allez payer. Puisque vous avez vendu la police, l'accident peut encore arriver. Ce qui fait que, contrairement à beaucoup d'industries, vous ne savez pas quel est votre niveau de profit avant plusieurs années après la clôture de l'année en cours. Là, aujourd'hui, sur cette année 2017, je ne sais toujours pas quel est mon niveau final de profit. Donc, dans l'assurance, c'est très facile de grossir très vite, il suffit d'être pas cher, mais vous allez vous faire rétamer par des sinistres qui vous arrivent et ça n'en finit pas. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé au niveau de Vego. Quand on a commencé, on a très bien grossi, ce qui nous a beaucoup rassuré sur le fait qu'on avait un fit client, donc ça, c'était très important, mais on s'est quand même pris quelques coups après. Donc quand je dis découverte autodidacte du Lean, c'est-à-dire que la manière dont je l'ai pris et je l'ai approché, c'était une obsession sur les outils. Donc vraiment, je me suis concentré, j'ai vu ça comme une technique, comme un skill à apprendre au sens où, bah voilà, alors il faut faire du One Piece Flow, il faut faire du flux tiré, il faut faire... Et donc j'avais vraiment une obsession sur la technique. Je voyais le Lean uniquement sur l'angle de l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'était juste une manière d'avoir un flux très rapide. Et c'était uniquement ça, donc toujours cet accent sur la technique. Et je voyais ça comme une sorte d'agile 2.0. Alors j'ai l'impression que je tombe au milieu d'un débat qui a l'air un peu... Pour moi, le Lean est très différent de l'agile 2.0. J'ai eu une expérience assez négative avec l'agile, puisque je travaille dans un grand groupe où tout le monde est agile, mais personne ne fait les choses correctement. Je voyais le Lean comme une manière de renouveler l'agile en disant l'agile, ça marche plus, le Lean, ça marche, mais toujours en étant dans cette même logique d'excellence opérationnelle. Et alors, une question que je me suis posée aussi, c'est pourquoi est-ce que ça m'a plu au début, le Lean? Parce que, c'est quand même un truc assez minoritaire. Vous êtes tout seul à Cardiff, en Grande-Bretagne. Personne n'a entendu parler de ce truc-là. Vous avez déjà 2-3 problèmes politiques à essayer de gérer vis-à-vis des stakeholders de votre groupe. Et là, vous vous dites, allez, je vais me mettre à faire du Lean. Donc, j'ai essayé de réfléchir à cette question. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai aimé le Lean, ou en tout cas que j'ai adopté une démarche Lean pour les mauvaises raisons. Ce qui est un peu ironique, c'est-à-dire qu'en fait, je voulais grossir, continuer à grossir très vite, sans perdre de vitesse. Donc l'idée, c'était vraiment cette obsession de la vitesse. Il fallait continuer à grossir en allant toujours aussi vite. Et donc, c'était aussi grossir tout en gardant le contrôle. Et aujourd'hui, je me rends compte combien est-ce que cette première démarche avait comme objectif, au final, d'effacer les gens.
d'une manière qui était de dire on va grossir, mais grossir n'aura pas d'impact sur la vitesse. Donc il y a une manière de dire, quels que soient les gens qui sont dans l'équipe et quel que soit leur nombre, la machine tourne encore. Donc c'est vraiment une vision qui est très très machiniste des choses, qui en fait aujourd'hui est évidemment une erreur, et c'est toujours garder le contrôle en supprimant le gaspillage. Mais toujours dans cette logique aujourd'hui dont je me rends compte, qui est le chef a le contrôle. Il veut avoir une machine bien huilée qui réagit très très vite à ses ordres. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est... J'ai du mal à croire que ce ne soit pas assez répandu, mais c'est, je pense, l'un des écueils les plus fréquents avec le Lean, parce que dans cette démarche-là, ça ne marche pas. En tout cas, pour nous, ça n'a pas marché. Le dernier élément, c'est, comme je le disais, donc vraiment dans un type de management top-down, j'apporte la solution. Regardez, maintenant, on va faire le Lean. Le Lean est la solution à tous nos problèmes. Donc toujours très, très... c'est moi qui apporte, presque Moïse qui descend de la montagne avec l'étape de la loi, quoi. Donc des exemples d'erreurs qu'on a fait dans cette obsession de la vitesse. La première, c'est le MVP. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les vocabulaires du développement de produits digitaux, mais MVP, ça veut dire Minimum Viable Product, qui est un concept qu'aujourd'hui totalement établi, qui consiste à dire que plutôt que de faire des énormes développements de produits où tout est réglé du début à la fin avant de le montrer au client, il s'agit de diviser son développement en plus petites itérations pour montrer au client le plus rapidement possible et avoir un retour client le plus rapide possible, qui fondamentalement est une très bonne idée. Le MVP, personne ne dit que c'est une mauvaise idée. La différence, c'est qu'il y a le bon et le mauvais MVP. Le bon MVP, il se concentre sur la partie viable, donc minimum viable product. Le mauvais se concentre sur la partie minimum. Et donc nous, évidemment, on s'est concentré sur la partie minimum, ce qui est une erreur que toutes les startups font, attention, enfin je crois en tout cas, qui est en fait, on est obsédé par l'idée de livrer beaucoup de features, très vite. Dès que ça marche avec en gros un happy path testing de 5 minutes, on balance. Et ça en fait, ça nous rassure, on a l'impression qu'on va très vite, et notamment quand vous êtes dans un contexte de corporate entrepreneur, la vitesse, c'est ce qui vous différencie du main book, enfin du main business. Le main business, il a tous les problèmes de la grosse entreprise, donc vous, allez vite, c'est exister, c'est avoir une raison d'être, donc c'est très important pour vous. Le problème, c'est qu'en fait, en termes de business, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous allez sortir des features très vite, mais ces features, vous ne savez pas quel est leur impact. Vous ne savez pas quel est leur impact parce que vous avez donc quelque chose qui est livré, vous ne voyez pas d'impact business, mais vous ne savez pas si c'est parce que l'idée est mauvaise ou si c'est là dans l'exécution de cette idée qu'il y a eu un problème. Donc au final, vous n'apprenez rien. Alors ça, c'est quand même un petit problème. Donc ça, c'est pour moi la différence. L'erreur type qu'on a fait à ce moment-là, c'est de confondre la production et l'impact, ce que nous on appelait en anglais l'output versus outcome. On était obsédé par l'output, l'idée de sortir des choses, plutôt que d'avoir une obsession vers l'outcome, c'est-à-dire l'impact que ce qu'on fait a, et notamment sur les clients. La deuxième erreur qu'on a fait, c'est continuous delivery. Donc là, c'est plutôt une erreur de type, on a confondu le symptôme et la cause. En fait, au moment où on a commencé le MVP, on a lu un peu, enfin j'ai lu un peu, je dis non, c'est moi. Et donc là, on a trouvé, oh là là, Amazon, ils font 1 million de releases par an, c'est extraordinaire. Et donc là, on se dit, ça y est. Le marqueur, le KPI de succès, c'est le nombre de releases par semaine, jour, mois, machin. Et donc là, on devient obsédé par ça, donc qui est en fait une vanity métrique, hein, c'est un peu un totem, mais on essaie de tout faire rentrer, de forcer les choses pour accélérer notre rythme de release. Au début, ça marche, on voit nos releases qui accélèrent, mais en fait, au final, ça ne marche pas, ça commence à bloquer de partout, les choses ne fonctionnent pas. Et en fait, on se rend compte qu'on ne s'est pas du tout poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de releases ? Donc là, il y a un problème en fait d'ordre, je sais pas, cognitif, qui est qu'en fait, on se trompe, on va vers le symptôme, on va vers la partie émergée de l'iceberg plutôt que de se poser la question du fond. Donc ça, je pense que c'est deux erreurs qui sont assez représentatives d'un lean assez immature, qui débute, qui veut aller vite, qui veut avoir un impact très rapide. Le problème, c'est que le lean, au début, ça a fait 0 impact business. Mais vraiment 0. On fait 6 mois de travail, on s'épuise à faire plein de choses, et ça ne marche pas. C'est un peu dur. Ce que je veux dire, quand même, c'est qu'on a appris des choses que j'ai trouvées assez essentielles, même si elles n'ont pas eu d'impact business à court terme. Ce que je qualifie, moi, de raisonnement en termes de flux. Donc je vais élaborer un peu comment est-ce que moi j'ai trouvé que c'était extraordinairement puissant comme changement de vision. On apprend dans ce cadre-là les concepts qui sont importants, le waste, le lead time, le concept de silo, le concept d'interface, donc des concepts de production qui sont, enfin des concepts de visualisation de production qui sont très importants. Et on apprend aussi à utiliser les bons KPIs, notamment, surtout pas le nombre de releases par jour, parce que ça ne sert à rien. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais earn per contact, par exemple, c'est une métrique qu'on a trouvée très intelligente, enfin, qu'on a trouvée, qui nous a beaucoup plu. C'est une métrique de call center où traditionnellement les gens en call center ils utilisent le call answer rate,
qui est une métrique qui en fait n'est pas du tout efficace et qui ne s'applique pas dans un monde digital. Nous, on a essayé de retourner ça pour utiliser combien d'argent gagne-t-on à chaque fois que quelqu'un nous contacte. Et donc c'était une métrique de la scalabilité et de l'expérience client, de la qualité de l'expérience client. Je reviendrai sur cette métrique tout à l'heure parce que c'est l'une de celles qui nous a permis d'avancer le mieux. Et donc paradoxalement, moi je m'attendais à ce qu'on ait des low-hanging fruits, parce que c'était ce que j'avais lu. On n'en a pas eu du tout. Vraiment, pas du tout. Par contre, on a eu un vrai changement de paradigme que j'essaie de décrire maintenant. Quand on demande à quelqu'un de dessiner son entreprise, je soupçonne, ou en tout cas c'est comme ça que je le fais, que la plupart des gens vont dessiner ça comme ça. Il y a des boîtes avec le grand CEO à la tête. La manière dont aujourd'hui je dessinerai une entreprise, c'est une problématique de flux, c'est un cycle. C'est-à-dire qu'on part du problème client et tout en fait est un cycle, est un flux du client vers le client, avec des problématiques de waste qui s'adaptent, qui se situent sur le cycle, mais où il n'y a pas de boîtes séparées, de silos qui communiquent pas. Ils sont tous les uns à la chaîne des autres. Et c'est l'un des concepts importants que j'ai découvert, c'est la différence entre un optimum local et un optimum général. Et c'est l'un des problèmes que j'ai avec l'agile. L'agile, c'est IT, c'est très très bien pour créer ce que j'appelle un optimum local, où vous avez à voir, au sein de l'IT, ça tourne bien. Ça tourne relativement bien. L'agile, quand c'est bien fait, ça fait vraiment accélérer la production de l'IT. Mais l'agile, c'est quelque chose qui est fait par les devs, pour les devs. Et ça va avoir tendance à créer un optimum local au niveau de l'IT sans se poser la question du flux de production général. En tout cas, c'est de cette manière-là que moi je l'ai vécu en étant au contact avec des gens qui faisaient de l'agile que je qualifierais de traditionnel. Donc ça, quand même, c'est difficile de mettre une valeur là-dessus, mais un changement de paradigme comme ça, je trouve que c'est extraordinairement précieux. Je suis un petit peu fier d'avoir découvert ça tout seul. J'étais quand même pas mal, j'étais tout seul à Cardiff avec mes bouquins, donc c'était quand même... mais bon, c'était quand même pas forcément encore un succès extraordinaire en termes notamment d'impact business. Le deuxième étape de ce qu'on a vécu, c'est la découverte du client. Donc là, juste pour finir sur cette première partie-là à l'instant, vous voyez quand même combien est-ce qu'en termes de management, c'est toujours John Rambo qui est aux commandes. C'est toujours moi qui arrive en disant « Allez, on fait ça, on fait ça, on fait ça ». Et c'est toujours moi qui pense que je découvre le Saint Graal. Deuxième étape, la découverte du client. Donc là, on est en mars 2018, mars 2019. Donc c'est ce que je commence à faire du lean pour de vrai grâce à Sandrine qui est ici. Sandrine, ma coach, maître difficile, mais qui nous permet de grandir très vite. Mais c'est vraiment le moment où je trouve qu'on a commencé à faire du lean pour de vrai. Et avant, on était un petit peu dans un bac à sable. Contexte, donc on a une croissance qui est décevante, qui est un peu la conséquence des sinistres qu'on a eu les 6 mois avant, où en fait on se rend compte qu'on ne peut plus vendre à tout le monde, donc on a une croissance qui ralentit énormément. Très très fort contexte de discipline financière sur notre exposition au risque. Donc contexte où financièrement c'est pas non plus l'explosion et le blitzscaling qu'on espérait voir arriver. Sandrine arrive et elle nous pose 2 questions qui fâchent un petit peu. Est-ce que vous connaissez vos clients ? Et est-ce que vous avez un problème de qualité? Elle ne fait que ça. Elle pose ces questions. Alors, est-ce que vous connaissez vos clients? C'est un problème typique, je pense, de start-up digital. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on parle à ses clients quand on fait 100% de ses ventes et de ses interactions, et qu'on essaie de faire 100% de ses interactions sur Internet et par le biais d'une expérience digitale et sans effort? C'est une question qui, je pense, n'est pas si simple que ça à répondre, mais c'est vraiment dans notre ADN. On ne veut pas vendre au téléphone, puisque l'une des raisons d'être de Vego, c'est de faire entrer l'assurance dans un monde, ce qu'on appelle digital native. Donc c'est un monde dans lequel le call center traditionnel, où vous achetez et vous interagissez avec votre assureur par téléphone, est remplacé par un monde où vous le faites sur Internet. Donc d'une certaine manière, même si à court terme, ça pourrait valoir le coup de créer des expériences de vente par téléphone, on refuse de le faire, ce serait la boîte de Pandore pour nous. Donc c'est vraiment ça, c'est un deal breaker. On ne peut pas vendre par téléphone. Mais les conséquences du fait qu'on ne vend pas par téléphone en 2018 sont quand même assez redoutables. Sur les 6 membres de l'équipe dirigeante, dont moi, il y en a 5 qui n'ont jamais parlé à un client. Moi, la seule fois où j'ai parlé à un client, c'était en décembre 2016. Je me suis fait insulter par un Allemand qui me disait qu'il allait réenvahir la France. Donc j'ai eu une mauvaise expérience d'interaction avec les clients. Donc moi je ne me compte même pas là-dedans, c'est juste notre directeur d'opération qui était en charge qui parle aux clients. On pense pour nos clients, pas à nos clients. Et ça, je pense que c'est vraiment très décisif dans notre apprentissage. On lance beaucoup de choses, mais on ne se pose jamais la question de est-ce que c'est ce que le client veut. Donc on essaie vraiment d'être obsédé par allez, on ship.
Très peu de définition du succès, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on pense output versus outcome. Le fait qu'on ait fait quelque chose suffit à garantir le succès, ce qui est là encore pas forcément très pertinent. Et évidemment, dans ces conditions-là, une mauvaise qualité de service client et un vrai impact sur les ventes, dont à ce moment-là, on n'est pas du tout conscient. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on pense qu'on cartonne, qu'on va super vite, qu'on est super stylé. On n'en a pas du tout conscience. Donc là, c'est facile à dire avec le recul. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le premier choc lean que Sandrine nous a permis de vivre, c'est vous ne connaissez pas vos clients. Et une boîte qui ne connaît pas ses clients n'est condamnée à l'échec à moyen terme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour se mettre à l'écoute de nos clients? Alors, on a créé un rôle dédié aux interviews clients. Alors, vous me direz, pourquoi une seule personne? Il faut savoir que dans l'assurance, c'est quand même un métier régulé. Il faut une autorisation pour être en position de parler à ses clients. Vous ne pouvez pas juste prendre le téléphone. En Grande-Bretagne, c'est très régulé. Il y a beaucoup de scrutiny sur les questions de vente forcée. Donc, vous ne pouvez pas juste prendre le téléphone et dire « Ah oui, bonjour ma bonne dame, racontez-moi votre vie ». Il faut avoir une formation. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré avoir une personne bien formée pour faire des interviews, mais nos interviews étaient sur le modèle Jobs to be done, c'est-à-dire vraiment essayer de comprendre quel était le problème que nos produits résolvaient pour le client. Ces interviews ont ensuite été écoutées et sont écoutées toutes les semaines maintenant par l'équipe de management, et ce qui a donné lieu à des discussions extraordinairement utiles et où il suffit d'une phrase pour subitement ouvrir des horizons immenses, comme je pense que j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure. On a aussi mis au point des nouveaux outils pour parler aux clients, des outils qui nous permettent d'être en ligne tout en étant à l'écoute de nos clients, donc c'est notamment le live chat sur lequel je reviendrai. Et on a aussi visualisé le client dans l'open space, qui jusqu'à présent était nulle part. Donc on a visualisé des indicateurs du type satisfaction client, des retours clients, des problèmes clients. On a essayé de les rendre visibles. Et alors là-dessus, j'ai été béni des dieux parce que mon directeur d'opération est la personne qui a adopté le Lean de manière extraordinaire. Donc j'ai eu, grâce à lui, un soutien très très fort dans l'équipe qui nous a permis de faire cette démarche de découverte du client très très vite. On apprend des choses extraordinaires et vraiment très importantes pour nous. D'abord, on vend plus que de l'assurance. Alors ça a été vraiment un changement, enfin comment dire, un séisme pour nous. On pensait que les gens achetaient nos produits de manière très rationnelle. Ils font une comparaison de prix, ils ont besoin de quelque chose, hop, ils achètent. Les produits qu'on vend, c'est des produits notamment, l'un des 3 produits dont je n'ai pas encore parlé, c'est Learner Driver Insurance. C'est un produit dans lequel vous êtes capable d'assurer votre enfant quand il prend des leçons de conduite accompagnées. Ce n'est pas tout à fait possible en France, en tout cas je ne suis pas tout à fait sûr, mais en fait l'idée c'est que plutôt que de faire des cours de conduite à 50 balles de l'heure, vous achetez notre police à 3 balles de l'heure et vous êtes capable de monter dans la voiture avec votre enfant et vous lui apprenez à conduire. Donc c'est la conduite accompagnée mais une assurance spécifique. Et au début on pensait que c'était là encore un calcul très rationnel, on compare le coût d'une assurance, d'une heure de conduite en auto-école versus une heure de conduite avec Vego, et que c'était comme ça que les gens raisonnaient. Pas du tout. On s'est rendu compte en écoutant nos clients qu'une interaction telle que donner ses clés à quelqu'un, c'est une interaction émotionnellement très très forte. Et sur l'exemple de Learner Driver, on s'est rendu compte qu'on avait des parents qui utilisaient Learner Driver pour en fait recréer du lien avec des enfants adolescents. Vous avez une fille de 16-17 ans, c'est pas forcément facile de lui parler. Vous avez ce moment grâce à Learner Driver où vous avez un projet ensemble. Et on avait même des parents qui nous disaient, grâce à ça, ma fille me regarde comme quand elle avait 5 ans. Je suis à nouveau le papa qui va « Oh là là, apprends-moi des choses ». Et donc il y avait vraiment une composante émotionnelle très très forte à ces produits-là. Et alors là, on était complètement « Ah, on pensait qu'on avait de l'assurance, c'est pas sexy ». En fait, non. Donc ça, c'était quand même extraordinairement important et on ne l'a appris qu'en se mettant au service du client. Deuxième chose qu'on a appris qui maintenant est une évidence, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller vite si on travaille sur quelque chose qui n'intéresse pas le client, et on le faisait de manière récurrente. C'est donc cette différence outcome versus output qui nous a vraiment explosé au visage quand on s'est rendu compte qu'il fallait écouter, quand on a commencé à se mettre à l'écoute du client. Et ensuite, c'est un nouveau modèle d'opération réellement self-service. Donc ce qu'on appelle self-service, c'est l'idée qu'en digital, les transactions simples doivent se faire par le client tout seul. Il n'a pas besoin de parler à quelqu'un pour faire une transaction simple. Changer une adresse, ça n'a pas besoin de se faire en parlant à quelqu'un. Les transactions compliquées, par contre, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un au téléphone pour offrir un service de très haute qualité. Donc c'est ce modèle-là qu'on a découvert, qu'on a commencé à mettre en place. Alors donc ça, c'est la métrique Earn per Contact dont je vous parlais tout à l'heure. C'est combien d'argent est-ce qu'on gagne pour chaque contact client. Donc ces contacts clients, c'est des mails, des coups de téléphone, des interactions live chat. Donc vous voyez au début, on est en juillet 2018, c'est très haut. Alors c'est une base 100, je n'ai pas le droit de vous donner les 20 chiffres, mais c'est une base 100 en mai. Au début, on est sur des niveaux assez élevés parce qu'en fait, on ne leur parle pas.
Donc c'est facile, ensuite, vous arrivez quand même à vendre, mais on ne leur parle pas. À partir du mois de septembre 2018, on met en place le live chat. Donc c'est cet outil qui permet aux gens de nous parler par un chat sur le site. Donc là, effondrement de la métrique, parce que subitement, on se retrouve à parler beaucoup à nos clients. Au début, on est un peu ennuyé, mais en fait, on dit, ah, quand même, c'est intéressant. C'est intéressant. On est quand même en train d'apprendre des choses. Pendant 6 mois, on a travaillé beaucoup, ça a été très dur, pour améliorer la qualité de service. On a appris des choses. Donc là, ce que vous voyez, c'est une ligne très plate pendant plusieurs mois. Il faut savoir quand même, entre les deux, on a lancé un nouveau service, un nouveau produit. Donc, nouveau produit, ça implique quand même beaucoup de nouveaux volumes de contacts sans avoir de nouveaux volumes de revenus, au début en tout cas. Donc, on a quand même beaucoup à la mine. On a travaillé très très dur. Et là, enfin, depuis 2 mois, on a découvert quelque chose, un problème du client qui était en fait le client n'arrivait pas on n'arrivait pas à faire de lien entre toutes les données, les informations qu'on avait sur notre page de Q&A et le client quand il était sur le site, sur la page d'accueil. En fait, les clients ne savaient même pas qu'il y avait toutes les informations qui étaient disponibles. Donc on a fait une petite feature qui est un moteur de recherche dans notre live chat. Vous tapez No Claims Bonus, donc bonus-malus, dans le live chat et automatiquement ça va vous faire sortir le contenu qui est sur la page dans le Q&A. Ça a suffi à pratiquement multiplier par 2 notre earn per contact. Et c'est la première vraiment découverte, un test très précis. On a réussi à avoir un impact réel sur le client, sur sa satisfaction, tout en étant self-service. Donc ça, on est assez content. C'est l'un des plus beaux impacts business, et c'est que le début, de notre démarche ligne. La deuxième, alors ça a été encore plus dur, avez-vous un problème de qualité? Alors la première fois que Sandrine nous a parlé de problème de qualité au moment de son arrivée chez Vego, on s'est marré. Il faut savoir que la qualité, dans une boîte digitale, c'est un sujet où la moitié des gens se disent « mais attendez, mais la qualité, on s'en fout complètement ». Pourquoi? Parce que la qualité, on fera ça quand on sera riche. La qualité, c'est l'optimisation. On n'est pas au stade de l'optimisation, il faut qu'on survive. La deuxième chose, c'est qu'on se dit, dans la démarche MVP, il vaut mieux faire 80% de 100% des choses que 100% de très peu de choses. Donc ça, c'est aussi une approche où on essaie d'aller très très vite sur beaucoup de choses. Les bugs, il y en aura toujours, donc ça ne sert à rien d'essayer de remplir le tonneau des Danaïdes. C'est une perte de temps. Je pense que c'est le moment où Sandrine s'est dit « je vais m'en aller ». Parce que là, il y avait vraiment un choc culturel très profond où nous, on disait la qualité, de toute façon, ce n'est pas un combat à mener, ça n'impacte pas nos ventes, on a beaucoup mieux à faire à lancer plein de nouvelles fonctionnalités plutôt qu'à aller corriger des bugs que de toute façon personne ne voit. Sandrine nous dit, les gars, si vous ne travaillez pas sur la qualité, vous allez vous planter, et puis moi, je vais m'en aller. Donc, on se dit, allez, quand même, on va regarder. Plus, maintenant qu'on a quand même cette puce à l'oreille du client, on commence à regarder les retours clients. Ils n'arrêtent pas de se plaindre. Ils se disent, vous avez quand même des gens qui vous disent « Ah ben je crois que j'ai acheté une police, mais je ne suis pas sûr. » C'est un peu relou. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Bon, en fait, vous avez la petite roue de chargement à stade de paiement qui dure pour toujours. Donc au bout de 10 minutes, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Ah, vous êtes au stade de paiement, vous vendez de l'assurance. L'assurance, c'est de la confiance. Voilà, site de paiement. Donc on se dit quand même, il y a peut-être un truc à regarder. Comme je le disais, on a des doutes sur nos projets récents, puisqu'on a lancé plein de fonctionnalités, mais on ne sait pas si jamais elles ne marchent pas à cause de l'idée qui n'est pas bonne ou à cause de l'exécution, donc c'est quand même un petit problème business. Est-ce que ce qu'on fait est bon ou est-ce qu'on est juste en train de tourner en rond? Et puis Sandrine, ne nous lâche pas. Heureusement qu'elle ne nous a pas lâchés d'ailleurs, mais c'est là que le rôle du coach est vraiment essentiel, c'est-à-dire qu'il vous évite, il vous empêche de vous raconter une histoire qui vous plaît, et il vous force à confronter les vrais problèmes. Donc en octobre 2018, on s'est dit, allez, on va lancer une petite revue, hein, quand même, allez, on va passer 3 semaines, on va nettoyer tout ce bug backlog, ça va aller vite. 1 mois après, la qualité, c'était l'enfer. On a pris la marée. Mais vraiment, on a pris la marée pendant, je crois, 4 mois. Il ne s'est plus rien passé. On a été totalement congelés. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert une succession de problèmes qui n'en finissaient pas. D'abord, on avait évidemment beaucoup de plaintes clients, mais on ne savait même pas où est-ce qu'elles étaient, on ne savait même pas si on les résolvait correctement. On avait des fonctionnalités qui étaient absolument critiques, qui ne marchaient pas. Le paiement, des gens qui n'arrivent pas à savoir s'ils ont payé ou pas, alors qu'ils vont conduire et qui vont peut-être avoir un accident mortel. Donc vous êtes quand même sur des... Est-ce que je peux y aller, quoi? Donc c'est quand même un vrai problème. On n'avait pas de confiance dans notre capacité à détecter les bugs, c'est-à-dire j'avais mon CTO qui me disait on a 20 bugs dans le backlog, et on avait plus 50. On en a 50 parce qu'on est sûr qu'il y en a 50, on en a 50 mais en fait il y en a 500. Donc vous commencez, vous ne savez même pas si vous savez détecter les problèmes de qualité. Donc là, il y a un petit challenge. On a même, donc c'est un autre problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas de standard pour détecter la non-qualité en cours de production, donc 0 test.
On n'avait pas de tests, on avait 3 tests à l'arrache, quoi. On avait 0 formation sur les problématiques de qualité. Et une culture de développement, et qui est vraiment ça, je pense, qui est le reflet de tout ce que j'ai dit à l'instant, une culture de développement produit qui encourage les équipes à se précipiter. Et ça, je pense que c'est l'un des apprentissages les plus importants que j'ai fait. Donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'ils produisent des bugs? Quand même, c'est des développeurs, ils devraient savoir faire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on les mettait en permanence, on leur donnait 2 messages. Il faut aller vraiment très vite, et il faut travailler vraiment très bien. Et le problème, c'est que le pauvre dev, il est obligé de choisir. Il ne sait pas, parce qu'il ne peut pas faire les deux, puisqu'on n'a pas du tout aidé à faire les deux. Et donc, au final, systématiquement, les devs se précipitaient, avaient des métriques qui ne récompensaient que la précipitation. Et donc, on créait des univers où la machine, en fait, on ne faisait que creuser des trous et les reboucher, mais on le faisait très, 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 très vite. Mais au final, ça ne servait à rien. Et donc là, il y a quand même un apprentissage qu'on a fait, en tout cas que moi j'ai fait, qui était essentiel, c'est que je me suis rendu compte que quand ça ne marchait pas, le premier réflexe, c'était de commencer à tirer. Oh, ils sont vraiment nuls, c'est abruti. Non, peut-être pas aussi fort, mais il y avait vraiment un « Oh là là, comment se fait-il que les équipes soient mauvaises ?» Et en fait, je me suis rendu compte que quand il y a un problème, c'est souvent... Enfin, moi, j'analyse ça maintenant. Il y a 3 causes quand les choses ne marchent pas. Il y a une possibilité, c'est que le dev soit fondamentalement mauvais, paresseux, malhonnête. C'est quand même peu probable, j'ai quand même confiance en l'humanité. Je pense que la plupart des gens sont contents quand ils font du bon travail. Donc ça laisse 2 autres causes. C'est souvent un problème de formation. Le dev ne sait pas, de 1, qu'il doit travailler sur la qualité et comment faire. Et 3, et je pense que c'était vraiment le problème qu'on avait, c'est un problème de standard. Quand vous lui dites « il faut travailler très vite et très bien », vous lui dites « regarde, tu as des lignes blanches hyper claires », le problème c'est que le dev, il voit des lignes blanches qui se croisent au bout de 5 mètres. Donc je suis le chemin, au bout d'une demi-heure de travail, je ne sais pas ce qu'il faut. Donc vrai problème de standard et vrai problème d'accompagner les équipes pour qu'elles sachent elles-mêmes ce qui est bien ou pas bien. Et on ne le faisait pas du tout. Ou en tout cas, on pensait le faire en étant obsédé par des métriques type la vélocité dans un sprint, qui en fait sont des mauvaises métriques. Mais c'était plus que simplement une métrique rapide. C'est vraiment le reflet d'une culture de développement qui n'était pas la bonne. Donc ce qu'on a fait pour s'améliorer, on a évidemment changé nos standards. Donc ça, je ne suis pas sûr de vouloir rentrer dans les détails de la discussion sur la méthodologie sprint, mais globalement, la vélocité en tant que métrique sprint est une métrique très dangereuse, puisque la vélocité est une métrique de la cadence, mais les gens pensent que c'est une métrique de la vitesse. Et nous, on pensait que c'était une métrique de la vitesse, et ça a été une catastrophe. Donc en fait, vous aviez des devs qui, un sprint qui va de mercredi à mercredi, le mardi matin, commençaient à se précipiter. « Oh là, il nous manque 10 points, je vais commencer à me manier. » Et donc là, ça commençait à faire des tickets qui n'étaient même plus testés. Enfin, c'était vraiment ça commençait à plus bien marcher. On a fait ce qu'on appelle des bug reviews, donc des sessions où on s'assoit et on revoit les bugs un par un. Alors ça, c'était très très dur, c'est très difficile à maintenir. D'ailleurs, aujourd'hui, ils n'en font plus, ce qui m'ennuie, mais on l'a quand même fait pendant longtemps. On était plutôt dans une logique de chantier, comme disait Michael tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans ces bugs, dans ces analyses de bugs, revue des bugs, vérifier que le bug est résolu, est-ce qu'on a été bon pour résoudre le bug, donc identifier est-ce qu'on a eu des problèmes dans notre flux, et est-ce qu'on a fait en sorte que ce bug ne revienne pas? Un bon exemple de ce que ça révèle comme problème, c'est la définition de la qualité. On s'est rendu compte qu'on avait des clients qui avaient un problème, c'est-à-dire qu'ils ouvrent sur notre site rental, ils ouvrent une session, ils sont bons, voilà, ils reviennent 4 heures après, et là, le site bug. Et vraiment, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une logique de time-out. Donc, en fait, ce time-out, c'est en fait quand une session dure trop longtemps, on la fait expirer manuellement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de manipulation. Sauf que cette logique de time-out, on l'avait sur notre back-end, mais pas sur notre front-end. Et donc, en fait, les 2 logiques, donc vous aviez le front-end qui était en train de dire « Ah oui, ma session est encore ouverte », mon back-end qui disait bah, « Votre session est fermée », et ça buguait. Et alors là, les devs, ils disent « Mais non, il n'y a pas de bug ». Comment ça, il n'y a pas de bug? Le code fonctionne. Il n'y a pas de problème, le code fonctionne. Je me dis, attendez, ça veut dire quoi un bug? C'est un bug, c'est quand le code ne fonctionne pas. Non, non, non. Un bug, c'est quand le client a l'impression qu'il y a un bug. Point. Si le client s'en fout de ce qui est écrit dans le code. Le client, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si le produit marche. Et donc là, il y a une vraie démarche d'éducation des développeurs en disant, non, non, attendez, changez votre paradigme de qualité. La qualité, ce n'est pas juste dans votre silo le code que vous écrivez, c'est vu par le client et avant tout vu par le client. Donc ça, c'est quand même un apprentissage important. Et donc, dans cette logique, on a commencé à former nos développeurs, notamment sur la partie qualité de développement, notamment sur la partie de test. Très très dur, les développeurs détestent écrire des tests. Ils n'aiment pas ça. Mais il faut, et ça leur fait peur.
Mais on travaille dessus, c'est pas fini, loin de là, hein, mais on a beaucoup travaillé dessus. Et on a aussi beaucoup travaillé sur la détection des problèmes, un outil qui est extraordinaire qui s'appelle SessionCam, qui vous permet de voir, les mouvements de souris et d'écran de vos utilisateurs sur votre site, qui nous a permis de découvrir beaucoup de problèmes et de nous rassurer quant à notre capacité de découvrir les bugs. Et ensuite, création d'un bug flow, c'est-à-dire en fait un process qui permettait d'impliquer tout le monde dans la détection et la résolution des bugs et de se mettre d'accord sur quand est-ce qu'un bug est résolu. Parce qu'entre opération et dev, le dev, il pense que le bug est résolu quand il est en prod. Opération, il pense que le bug est résolu quand le client arrête de se plaindre. Donc vous avez là des problèmes d'interface, des problèmes de définition du succès qu'il a fallu essayer de résoudre, et on a essayé de faire ça par le biais de ce bug flow. Le résultat est probablement le plus grand succès business que Vego ait eu à ce jour. Ça, c'est la conversion. Donc conversion, c'est quand même une métrique assez essentielle, hein. Je pense qu'on ne va pas se débattre dessus. C'est en janvier 2018. Donc vous voyez au début, la conversion est assez erratique, notamment parce qu'il y a des biais de saisonnalité qui sont très forts, donc en fait c'est une conversion qui n'est pas fiable. On commence à travailler sur la qualité en octobre, depuis notre conversion a augmenté de 60%. Donc 60% d'augmentation de la conversion, c'est la différence entre le profit et les pertes. C'est un impact extraordinairement puissant qu'on a vu, parce que les clients achètent plus et parce que les clients reviennent plus. Et donc ça a été quand même un énorme choc. La qualité, ça marche. La qualité, en termes de business, c'est une bonne décision. Alors qu'au début, on rigolait, on disait, mais non, certainement pas perdre de temps avec ces trucs-là, des broutilles tels que les bugs, surtout pas. Non, la qualité, c'est essentiel. Et on découvre aussi quelque chose, c'est qu'on ne peut pas prétendre être au service du client si on n'a pas une obsession de la qualité. En fait, c'est une imposture de dire « Ah ouais, moi je suis hyper customer-centric » si jamais je ne passe pas beaucoup de temps et beaucoup d'investissement dans ces problématiques de qualité. Et surtout pas de la rapidité. Zéro tolérance pour les bugs clients, on en a toujours, mais on sait qu'on ne veut plus en avoir. Donc il y a quand même un petit changement là encore d'état d'esprit. On refuse l'idée que les bugs ce soit normal. Et aussi, ne pas forcer les équipes à choisir entre vite et bien. Là encore, on n'y arrive pas, attention. Mais il y a un changement d'idée où quand on voit un problème, on n'est plus en train de dire « Oh là là, ils sont nuls », mais qu'est-ce qu'on a fait pour les forcer à les mettre dans des situations difficiles ? Le challenge, et ça je reviendrai à la fin, c'est l'un encore de mes deux plus gros challenges dans ma démarche Lean, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer d'une démarche de chantier, c'est-à-dire on fait un bug kaizen, on fait un atelier, on fait une mobilisation, whatever you call it, mais transformer ça dans une démarche plus organique, où la qualité fait partie de notre culture et la qualité est naturelle. Et c'est pas tant que la qualité est naturelle, c'est que la non-qualité est naturellement expulsée comme un virus par un organisme qui combat cette non-qualité. On n'en est pas là, hein. Et ça, c'est ma plus grosse difficulté. Je ne sais pas encore comment le faire. On va y arriver, je suis confiant, mais je ne sais pas encore comment le faire. Donc grâce au Lean quand même, là on se situe 12 mois après le début de notre démarche, après l'arrivée de Sandrine. Donc on a quand même deux révolutions qui, moi je trouve, sont extraordinairement importantes en 12 mois. De 1, écouter et connaître ses clients plutôt que de pousser nos idées. Et de 2, servir nos clients par la qualité pour les fidéliser. Et ça, c'est vraiment une démarche Lean telle qu'elle nous a été proposée et parfois imposée par notre coach, mais qui a vraiment été essentielle pour nous. Je ne suis pas sûr qu'on l'aurait découvert tout seul. On l'aurait peut-être découvert tout seul, mais au bout de 5 ans. Et d'ici là, on aurait peut-être été fermé. Et donc le résultat, c'est un impact très très significatif sur les ventes de Vego et sur les résultats financiers de Vego. Donc ça, c'est quand même en 12 mois, montrer que le Lean a un impact significatif sur une boîte digitale. J'ai trouvé que là-dessus, les résultats étaient très excitants. Mais, pour revenir à cette problématique de management, en apparence, on est quand même toujours dans cette logique top-down. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, à cette époque, je me vois encore quand même beaucoup comme « Allez, maintenant on fait la qualité, les gars. Qualité, j'ai décrété, on fait qualité. » Sandrine m'a dit on fait qualité. Donc c'est quand même toujours, ça vient de moi. Toujours très top-down, toujours la solution, je vous la propose, c'est la qualité. Je vous la propose, je vous l'impose. Donc très imposé par le haut sur mon ordre. Et le symbole que je donne, c'est vraiment les ateliers Kaizen où les gens font « Ah oui, JB dit ça, on va le faire. » Et ensuite, ça s'essouffle. Donc c'est vraiment la logique entre je fais parce qu'on m'a demandé et je fais parce que j'aime ça. Et c'est, je pense, un bon symbole des problèmes d'une culture top-down c'est un peu la peur du gendarme. Et c'est pas qu'ils le font parce qu'ils trouvent ça débile ou qu'ils trouvent que c'est une perte de temps. C'est qu'ils n'ont pas en eux-mêmes le ressort et la volonté de continuer à le faire parce qu'ils pensent que c'est bon pour eux.
Et je pense que là, il y a quand même encore quelque chose, à ce moment-là, qu'il faut que je découvre. Mais il y a quand même un début de changement. La manière dont on prenait des décisions chez Vego en termes de features et de fonctionnalités, je la décris un peu comme ça jusqu'à présent. C'était moi, le soir, ou dans ma douche. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai une idée, Eureka. Une espèce de démarche très introspective, très personnelle, très nombriliste, très narcissique. Alors je dis, c'est moi tout seul. Bon, il y avait quand même des discussions au niveau de l'équipe, mais c'était quand même très, on se regarde, nous, et on va dire, ah voilà l'idée. On imaginait qu'on était Johnny Ive et Steve Jobs en train de balancer des nouveaux iPhones toutes les 3 semaines. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en se mettant au service du client, cette logique-là ne marche plus. Puisqu'en fait, on se rend compte que la différence entre outcome et output ayant fait ses preuves, ça ne sert à rien de venir avec des idées dans sa douche. Ce qu'il faut, c'est s'assurer que nos idées soient au service du client. Et donc, ça rend la prise de décision que moi j'ai trouvé plus transparente, plus facile et plus collégiale. Donc là, on a quand même un premier déblocage de cette approche top-down, qui est, c'est plus moi qui décide de ce qu'on fait, c'est le client qui décide de ce qu'on fait. Et donc là, quand même, premier apprentissage dans le style de management, et je trouve que ça a beaucoup facilité les choses. Vous allez voir comment est-ce qu'on essaie d'aligner tous les gens. Je crois que vous n'arrivez pas à lire, c'est normal. Mais l'idée, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle une OBEA. Je ne sais pas si on l'a fait parfaitement, mais cette OBEA, elle est sur la base de deux tableaux. D'abord, les métriques, donc là encore, se mettre d'accord sur les problèmes, sur les bons KPI, se mettre d'accord sur l'histoire qu'on essaie de raconter, et ensuite avoir une démarche transparente et collégiale de voilà notre objectif, voilà les tests qu'on va essayer de lancer, voilà ce qu'on espère en obtenir. Donc une démarche qui est un petit peu moins top-down, une démarche qui est plus collégiale au niveau de l'équipe de management, plus transparente et qui au final permet d'irriguer la direction de Vego dans toutes les équipes plutôt qu'elle soit juste dans mon cerveau, certes brillant, mais au final tout seul. Donc une nouvelle démarche de management qui commence à porter ses fruits, même si on est quand même toujours dans une démarche top-down. Troisième étape, cultiver son jardin. Donc c'est là que je pense commencer à devenir un jardinier, comme je vous le disais tout à l'heure. À partir de janvier 2019. Donc contexte, l'amélioration des résultats financiers de Vego est extraordinairement positive, mais on a vécu ce qui a été probablement la crise la plus difficile de ma carrière dans l'équipe, qu'on peut assimiler à une crise de croissance, mais qui était quand même plus que ça. Donc la crise chez Vego, telle que je l'analyse aujourd'hui, reflet de silos et mauvaise communication. On a beau avoir construit, on peut concevoir les choses comme un flux, ça ne veut pas dire qu'elles deviennent un flux. On avait quand même beaucoup de silos et mauvaise communication au sein de l'équipe de management. Le flux de production qui a été bloqué pendant 4 mois, donc ça c'était aussi l'impact de notre travail sur la qualité, mais ça reflétait aussi des énormes difficultés de production, de flux, de standards, de formation. Ambiance tendue dans l'équipe, on ne va pas se mentir, c'était très dur, très dur. Et résistance aux lignes. Résistance aux lignes, je vais nommer le coupable, venant de l'agile. En fait, on a eu dans l'équipe une minorité très, visible de gens qui disaient « le lean, ça ne marche pas, je veux faire de l'agile ». Et la démarche que c'était l'agile, c'est « laisse les équipes dev tout seuls ». Et alors ça, c'est une démarche contre laquelle je me suis battu bec et ongle, puisque c'est la démarche qui consiste à faire de l'IT une boîte noire. Et alors ça a été un combat, pour la survie de Vego. Et je pense vraiment que c'est la survie de Vego qui était en jeu dans cette discussion entre le lean et l'agile. C'est la différence entre une boîte noire où l'IT fait ses règles, l'IT est régi par des gens de l'IT pour des gens de l'IT, versus une IT qui est intégrée dans une entreprise plus large au service du client. Je sais que je donne une image négative de l'agile, mais c'est l'image telle que moi je l'ai vécue par des gens qui étaient opposés à une démarche de lean, de transparence et de flux, et qui voulaient être maîtres dans leur royaume. Pourquoi la crise? Bon, c'est les marques de big company disease. C'est aussi des problèmes de style de management, avec beaucoup d'humilité. Faut savoir que moi, quand la crise est arrivée, j'ai réagi à ma manière, c'est-à-dire que j'ai tenté de tout résoudre moi-même, et on va voir un peu les résultats que ça a eu, mais ça a quand même joué. Et Lean versus Agile, ce que je vous disais à l'instant, il y a quand même vraiment eu, chez les équipes de développement, une résistance au Lean au nom d'une démarche agile qu'eux connaissaient.
Donc, un exemple, c'est les standards de développement. Sans trop entrer dans les détails, ce qui se passe, c'est qu'entre janvier et juin, vous avez des équipes IT qui se transforment en boîte noire. Vous avez des sprints qui ne veulent plus rien dire. Vous avez des sprints où les standards, vous avez un ticket par développeur par sprint. Donc vous êtes genre, mais à quoi ça sert un sprint? Si le dev il fait juste un truc qui lui dure une semaine, ne faisant pas de sprint. Juste, tu t'en vas et puis on se retrouve dans une... Enfin, ça ne sert à rien d'avoir une méthodologie avec des cérémonies, tout ça, et des points. Si jamais vous faites... Donc vraiment une grosse... et se transforme en boîte noire vis-à-vis de la production, mais vis-à-vis de tout le reste de l'équipe. Plus personne ne sait ce qui se passe dans l'équipe IT. Donc moi, ma première action, c'est de forcer l'ouverture de la boîte noire, de donner un grand coup de pied. Ça ne marche pas, puisque les gens résistent. Quand on les pousse, les gens push back. Deuxième action, je dis, bah, si c'est comme ça, je vais changer vos règles, c'est moi qui décide, maintenant c'est comme ça que vous bossez. Ça non plus, ça ne marche pas. Vous avez quand même une équipe de 20 devs. Les devs, c'est pas facile à gérer. Ils savent qu'ils sont précieux. Donc, ça ne marche pas. Donc, je tente à partir du mois de début juillet une nouvelle approche qui est, je communique sur pourquoi le lean. Pourquoi est-ce que le lean, c'est mieux que l'agile? Pourquoi est-ce que le lean, c'est différent? C'est pas que c'est contre l'agile, c'est que ça, comment dire, ça renouvelle l'agile, ça va plus loin que l'agile. L'agile est un sous-produit du lean. J'ai de leur expliquer. Donc gros travail de formation et de communication pour leur expliquer je ne suis pas contre eux, mais qu'eux ne peuvent pas être contre le reste de l'entreprise. Fixer des limites, donc là j'ai quand même dit, bah, attendez, moi je suis en charge de Vego, donc je vais vous fixer les limites du terrain. Donc c'était des règles du genre, je ne veux pas qu'on ait des sprints qui augmentent. J'avais le seul CTO du monde qui voulait que nos sprints passent de 1 semaine à 2 semaines. D'habitude les CTO disent, oh là on a des sprints de 3 semaines, c'est horrible, si seulement on pouvait la raccourcir. Moi j'en avais un qui voulait des sprints plus longs. Donc j'ai dit, bah non, ça c'est pas possible. Donc j'ai quand même fixé des limites, mais à l'intérieur de ces limites que j'ai voulu les plus larges possibles, je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez. Par contre, je leur ai dit, voilà les éléments sur lesquels vous allez être jugés, qui sont des éléments de type lead time plutôt que vélocité. Donc je leur ai donné les métriques qui révélaient leur qualité, et j'ai essayé d'être patient. C'est pas mon point fort, alors pas du tout, mais j'ai attendu. Heureusement, c'était l'été, donc je suis parti en vacances. 4 mois plus tard, on a quand même des résultats très spectaculaires, donc je vous le dis en ayant regardé ça cette semaine. Les nouveaux standards sont non seulement mis en place, mais maintenant sont suivis. Il y a une adhésion, il y a quand même un élément psychologique très important. Les gens détestent qu'on leur donne des ordres, mais par contre, ils adorent quand ils ont l'impression d'être à l'origine de leurs propres standards. Donc ça s'est très bien passé. Donc l'idée, c'était plutôt une démarche de formation. C'est pas qu'ils étaient agilistes au sens, c'est un combat de religion, c'est que ce qu'ils voulaient, c'est avoir le sentiment d'avoir l'ownership de leurs propres standards. Donc ça, quand même, une fois qu'on comprend ça, les choses se désamorcent, les choses s'améliorent facilement. Déblocage du flux de production. Aujourd'hui, on a un flux de production qui est loin d'être parfait, mais qui fonctionne. On sort des choses, on améliore la qualité, on a des nouveaux paris stratégiques qui sont en train d'être testés. Donc c'est quand même extraordinaire. Et réengagement des équipes, cette ambiance qui était qualifiée quand même de toxique, de très difficile, où il y avait IT versus le reste de la boîte, a été totalement résolue. Bon, il y a des gens qui sont partis, il faut le dire. Hein. Une démarche lean, parfois, il y a des gens qui n'en veulent pas, donc il y a des gens qui sont partis. Mais au final, l'essentiel de l'équipe est resté, et l'équipe est maintenant beaucoup plus à l'aise avec la démarche et est beaucoup plus contente. Un élément là-dessus qu'on a fait pour aligner tout le monde, c'est un macro plan. Alors je sais qu'il y a des affamés du PDCA ou des affamés de la visualisation, ce n'est pas parfait, c'est très très imparfait, mais l'idée c'est que ça a été la première étape pour nous de faire un pipeline flow où on visualisait, enfin, c'est ce que moi j'appelle le flow control. L'un des gros problèmes qu'on avait, c'est des équipes qui n'ont pas de standard, qui commencent à travailler sur 10 trucs en même temps et qui n'en finissent aucun. Là, on a essayé pour la première fois de dire sur chaque équipe, vous travaillez sur 2 pièces en même temps. On ne peut pas faire une pièce parce qu'il y a des problèmes de dépendance de code, mais vous travaillez sur 2 pièces en même temps et vous la finissez avant d'en commencer une nouvelle. Donc c'était notre première tentative pour essayer de les encadrer et de s'assurer qu'ils ne se dispersent pas. Et ça a très 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 bien marché. Ça, c'est vraiment un outil Lean que j'ai utilisé, qui est loin d'être parfait, qu'on a amélioré. Il y a une nouvelle version que je n'ai pas mise sur cette présentation. Mais là, c'est l'outil Lean qui vous permet d'avoir une solution disponible pour résoudre un problème type. Donc, conclusion, moi, après le Lean, le jardinier. Je suis très content de cette photo, elle est très mignonne. Pourquoi j'ai trouvé que cette image du jardinage était intéressante en termes de style de management? Parce que c'est l'idée qu'il faut faire grandir les gens plutôt que faire soi-même. Donc c'est quand même la différence entre Rambo qui va tout résoudre lui-même et un jardinier qui fait pousser des choses autour de lui. Donc c'est vraiment cette logique qu'on n'est pas en contrôle de tout, c'est pas au manager de tout résoudre, c'est au manager d'aider les gens à faire.
C'est des mots de type associé, cultivé et encadré. Un jardin, ça ne fonctionne pas si vous mettez n'importe quelle plante, n'importe comment. Donc par contre, un jardin, c'est des associations de plantes qui fonctionnent bien ensemble et qui, dans les bonnes conditions, vont mûrir et éclore. Donc il y a un rôle un petit peu d'organisation, d'encadrement. Bon, parfois, il faut élaguer, mais c'est plus un rôle d'encadrement qu'un rôle de... Enfin, moi, un jardinier ne fait pas pousser les plantes. Il attend et il aide les plantes à pousser. Et patience et contemplation. Alors contemplation, pour moi, c'est un mot important parce que c'est le mot qui consiste à concevoir qu'il y a une démarche de passivité. À un moment, un manager se doit d'accepter la passivité. Et ça, c'est très difficile pour quelqu'un comme moi. Donc je conclurai juste sur 2 choses. Oui, le Lean, ça marche chez nous. Ça a très bien marché pour Vego et ça a été décisif pour nous. Par contre, est-ce qu'on a créé une culture complètement Lean? Je ne sais pas, mais je pense que ça commence. Donc on a quand même des éléments positifs, des Kaizen qui flottent. Voilà, ça c'est la photo de l'équipe le lundi. Il y a des gens qui travaillent sur des whiteboards, je ne leur ai pas demandé de se lever. Je vous assure qu'ils l'ont fait naturellement. Ce n'est pas posé comme photo. Donc pourquoi est-ce qu'on a ces whiteboards? Parce que le Facilities nous interdit d'avoir plus de trucs au mur. Mais donc, vous voyez l'ambiance aujourd'hui, on essaie de visualiser beaucoup. J'ai juste un dernier point, c'est la question de est-ce qu'on réinvente la roue? Parce que vous allez me dire, attendez, vous êtes mignon, mais c'est l'écoute du client, la qualité, le management, c'est quand même le b.a.-ba du management. Donc j'ai envie de vous dire, oui, on a réinventé la roue. Enfin, ce que je vous raconte là, c'est pas du tout innovant. Vous y lisez n'importe quel livre de management, c'est là-dedans. Donc je ne suis pas en train d'arriver avec des idées de génie. À quoi sert le Lean dans cette démarche-là? C'est que ça permet d'apprendre beaucoup plus vite. Là, en 3 ans, moi, je trouve quand même qu'on a un voyage qui est quand même très rapide et qui est très radical. Sans le Lean, ça aurait pu prendre 5-10 ans. Donc le Lean est là pour aider à faciliter l'apprentissage grâce au coach et grâce à la formation théorique. C'est un peu comme un étudiant en physique. S'il est vraiment très fort, il va réinventer la théorie de la gravité de Newton tout seul. Il va aller beaucoup plus vite avec un bouquin et avec un prof de physique pour lui expliquer. Et ben le Lean, chez moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à la fin, on se retrouve à des choses qui sont finalement du bon sens de management, mais les avoir découverts par soi-même grâce au Lean est aller 10 fois plus vite. Et je pense que ça, c'est décisif dans des organisations qui doivent apprendre très vite. Donc les challenges pour finir, j'ai quand même encore du mal à engager toute l'équipe dans une démarche Lean. Alors je ne vais pas trop insister là-dessus, mais ça reste une difficulté, quand même toujours un peu un sentiment de solitude dans cette démarche. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les problèmes de qualité. Je trouve qu'on est encore trop dans une démarche de qualité stop and go, un chantier, plutôt qu'une démarche de qualité organique.